question d'un rapport de force. Direction Paris à présent, où la question des réparations liées à l'esclavage est au cœur d'un combat mené par le MIR depuis près de 13 ans. Les avocats du barreau de Fort-de-France, il y a Madame Claudette Duhamel, Marine Duhamel, Georges Emmanuel Germani, Alain Mainville, Dominique Monod. Une bataille entamée d'abord devant les juridictions de Martinique, puis de Paris. Dans ce dossier, la Cour de cassation a rejeté la demande du mouvement qui plaidait pour une indemnisation. En me renversant, on n'a abattu à Saint-Domingue que le tronc de l'arbre de la liberté. Mais il repoussera car ses racines sont profondes et nombreuses. Il y a eu un crime contre l'humanité. Nous avons dit haut et fort, nous n'avons pas été symboliquement asservis. Toutes les formes de réparation, le crime a été total. Un crime est un crime et le criminel doit payer son crime. La réparation doit être minimale. Nous l'avons été réellement et pour nous, il n'est pas question de réparation symbolique, c'est de réparation vraie. Nous n'acceptons pas ce déni de justice, nous n'acceptons pas que nous soyons injuriés, vivant pour nous de notre dignité, de la responsabilité de notre humanité et par conséquent, nous allons faire respecter notre humanité. Merci. La question prioritaire de constitutionnalité déposée par le Mouvement international pour les réparations en Martinique, le MIR, a donc été déclarée irrecevable par la Cour de cassation, une décision qui ne surprend pas le mouvement. Leur combat commencé il y a 13 ans n'est pas terminé. Dans tous les pays d'Amérique, il y a des Noirs qui aujourd'hui sont très conscients de ce que crime contre l'humanité veut dire et de ce que c'est la légitimité des réparations liées à ce crime contre l'humanité. Nous dérangeons par cette action parce que nous attaquons la loi, nous mettons en cause l'État. À l'époque de la traite négrière et de l'esclavage, à l'époque la plus florissante, paradoxalement, c'est quand même les 20 années qui entourent la Révolution française, à l'époque donc la plus florissante, il y a des figures, y compris d'ailleurs des figures religieuses. Avant ça, à la fin du XVIIe siècle, dans les années 1680, des moines capucins s'opposent et se réfèrent aux droits divins, aux droits canons, aux droits naturels des gens, aux droits humains, se réfèrent aux droits... C'est Louis Salamolin à qui nous devons justement la publication du travail qui a été fait par Epifanio de Morin et José de Jacques. Écoutons-le. C'est eux qui parlent, ce n'est pas moi. Ceux que vous traitez en esclaves, ce sont des hommes libres. Rendez-leur la liberté. Ceux que vous exploitez à mort, ce sont des travailleurs. Rémunérez leur travail au juste prix. Fils, petits-fils, arrière-petits-fils de leurs aïeux libres et réduits par vous à l'esclavage, rendez-leur à ceux que vous enchaînez aujourd'hui tout ce qui leur revenait et que vous leur avez volé. Tout ce qui a été fait, construit, réalisé aux Indes occidentales depuis que vous êtes arrivés fainéantés ici est le fruit du travail des Indiens et des Noirs. Rendez-leur tout, car tout leur appartient. Ils en sont les maîtres. Pour les Noirs, pour ces hommes et ces femmes libres que vous avez affamés, torturés, fouettés, amputés, violés, émasculés, chargés de chaînes, vous avez transformé ces lieux en un enfer aussi cruel que celui qui vous attend en fin de vie. Affranchissez, payez, réparez. Notre action essayait de remettre en cause les choses acquises et évidemment nous dérangeons par cette action. Je suis très satisfait de la mobilisation des gens ici autour de moi. Je suis très satisfait de la plaidoirie de mon avocat et de toutes les façons, je ne m'attends pas à grande chose de la part de l'État. Mais nous avons déposé un recours au fond contre la décision de la Cour d'appel qui n'est pas un continuement de débat, d'abord devant la Cour de cassation, puis
le cas échéant devant la Cour européenne des droits de l'homme. Il y a évidemment des droits fondamentaux qui sont en cause, il y a évidemment des arguments qui sont très forts juridiques que nous pouvons soulever et nous allons continuer à nous battre ensemble, chacun avec ses armes et en tout cas moi avec l'arme du droit, je mets pleinement au service de cette cause qui est une cause évidemment noble et particulièrement juste. Merci, maître. Je lui dis 2 mots. Bien, moi je trouve que ça va dans le processus qu'on a commencé, mais ce qui m'importe surtout, c'est qu'on n'a pas baissé les bras. Nous sommes là, nous avons commencé depuis bien longtemps. On n'avance pas après pas, mais on avance. Nous allons pouvoir dire non, une loi est une loi, un crime est un crime, et le criminel doit payer son crime. Et c'est ce que nous attendons, et je suis convaincue, je suis persuadée que nous y arrivons. Et en même temps, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est vraiment un message pour notre jeunesse qui a besoin de ça. Elle a besoin de ce genre de témoignage, et elle prendra la relève s'il le faut. Merci. Rosa, il y a un regard tout à fait particulier. J'ai bien aimé écouter Rosa. Bon, puisque de ce côté, ce sera mieux, hein. Bien, Rosa. Pour la lumière. Pour la lumière. Non, mais il y a un aspect qui me semble particulièrement important sur lequel je voudrais attirer votre attention. C'est qu'il y a des arguments qui sont strictement juridiques et il y a les personnes compétentes pour mener ces arguments. Mais il n'y a pas que les arguments juridiques. Il y a aussi des arguments historiques qui, combinés en ce qui nous concerne, en ce qui concerne le travail que nous menons, combinés aux arguments juridiques, peuvent être suprêmement utiles. Ils l'ont déjà été. Parce que si, au début des années de 1980, il était question de nous contester, et on nous contestait le fait même que ça n'avait pas été un crime contre l'humanité. Et l'argument qu'on avançait pour nous dire que cela n'avait pas été un crime contre l'humanité, c'était qu'à l'époque des faits, la notion et la définition juridique des crimes contre l'humanité n'existait pas. Et puisque cette définition n'existait pas avant 1945, il n'avait aucun sens que nous parlions de crimes contre l'humanité pour des faits qui avaient eu lieu au XVIIe, au XVIIIe, au XIXe siècle. En plus, on nous a dit que même dans le domaine de l'histoire, nous avions tort. Parce que s'il y a une chose qui n'est pas supportable en histoire, c'est anachronisme. L'anachronisme, c'est une chose dont nous disaient les historiens, on a horreur. Donc, aussi bien en juridique comme en historique, dans ce domaine, nous étions complètement nuls et marginalisés, disait-on. Or, l'histoire nous apprend que s'il est vrai que l'anachronisme est quelque chose d'inadmissible en histoire, il est aussi vrai que des faits qui ne sont pas connus, souvent par les historiens eux-mêmes, n'ont pas pour autant été inexistants. Je m'explique. On nous avait dit qu'avant le XVIIIe siècle, c'est-à-dire avant le siècle des Lumières, il n'était pas possible de parler de crimes contre l'humanité concernant l'esclavage. Parce que si aujourd'hui nous parlons de crimes contre l'humanité concernant l'esclavage, c'est grâce aux éléments que les philosophes des Lumières nous ont donnés. N'est-ce pas? Autrement dit, avant le XVIIIe siècle, il n'y aurait jamais été question de parler de crimes, et encore moins de crimes contre l'humanité, s'agissant de l'esclavage des Noirs et de la traite des Noirs transatlantiques. Or, nous découvrons, et nous avons découvert, nous, il n'y a pas si longtemps, et je le dis nous parce que moi je ne le savais pas, il y a 40 ans, je ne le savais pas, je l'ai appris récemment. Déjà au XVIIe siècle, il y a eu un combat mené durement
difficilement mais courageusement par des missionnaires européens qui avaient été envoyés évangéliser les esclaves là-bas dans l'univers concentrationnel d'Amérique. À Cuba. Ils avaient été envoyés là-bas pour contribuer à la domestication des Noirs asservis et maintenus en esclavage dans l'univers concentrationnel d'Amérique. Or, ces hommes, devant l'horreur, devant les crimes, devant la gestion qui représentait la politique mise en place dans l'univers concentrationnel d'Amérique, se sont révoltés. Et cette révolte, ils l'ont menée, écoutez-moi bien, jusqu'à la cour du roi et aussi jusqu'au Vatican. Parce qu'ils ont considéré que ce qui s'est passé là-bas était un crime contre l'humanité. Et ils ont parlé des droits de l'homme. Ils ont parlé des crimes contre les hommes. Et ça, c'était en 1683. Je vous dis, au XVIIe siècle, en 1683, même un petit peu avant la codification des Noirs ici en France en 1685. Ces hommes, ils ont fait appel au droit, ils ont fait appel aux notions juridiques. Et je vous invite à voir et à lire et relire, si vous l'avez déjà lu, les mémoires qu'Epifanio de Moirans a soumis à la cour du roi pour demander et exiger d'abord la libération des esclaves et ensuite la réparation, textuellement la réparation, pour considérer que ce crime étant un crime contre l'humanité, il était tellement imprescriptible que plus le temps passerait, plus l'argent, l'indemnisation, la réparation à verser était supérieure. Et non seulement ils ont mené ce combat devant la cour du roi, mais ils sont allés jusqu'au Vatican. Et vous savez quoi? Ils ont réussi, parce que ces hommes dépendaient de la congrégation pour la propagation de la foi. Et ils ont réussi à ce que la congrégation pour la propagation de la foi soumette à l'office de la Sainte Inquisition des questions qui étaient prioritaires pour eux. Et cette question prioritaire, c'était quoi? C'était de savoir s'il était licite, et je dis bien licite, de garder en esclavage ces Noirs dans l'univers concentrationnel d'Amérique. S'il était licite de les rapter ou de les emprisonner par tromperie ou par violence. Et s'il était licite de ne pas les dédommager. Et à notre grand étonnement, le Saint-Office de l'Inquisition a répondu non, ce n'est pas licite. Et à la question de s'ils étaient obligés à dédommager, ils ont répondu ils s'y sont obligés. Donc j'arrête là, mais ce que je veux que vous gardiez à l'esprit, c'est qu'il n'est pas vrai qu'à l'époque des faits, ces actes, ces atrocités n'étaient pas perçus comme des crimes. Ils étaient perçus comme des crimes. Seulement la relation de force existante à l'époque était tellement favorable aux bourreaux et tellement défavorable aux victimes que les choses se sont passées comme nous le savons. Donc tout est question d'un rapport de force. Et dans ce rapport de force, la connaissance, le savoir est aussi une clé. Et c'est cette clé-là dont nous devons nous emparer. Merci. Qu'on leur rende la liberté naturelle et la liberté chrétienne qui leur ont été ravies, sans subterfuge, sans plus attendre. La séance tenante, plus de traite, plus d'esclavage. Telle est la radicale exigence du droit naturel, du droit divin positif, du droit civil, du droit des gens, du droit canon, de tous les droits. Ainsi parle le petit capucin. Pendant tout le siècle qui suit, donc dès la fin d'ailleurs, dès 1600 et quelques, même au cours du XVIIIe siècle non-stop, il y a des procès non-stop dans les tribunaux en France. Et il y a des gens qui s'opposent.
Il ne faut pas croire que c'est maintenant que tient crime contre l'humanité. Non. La pensée n'a même pas évolué. Si vous lisez les documents juridiques dans tous ces procès, sans exception, vous trouverez qu'ils sont modernes. C'est-à-dire que, bon, peut-être c'est du vieux français, mais il n'y a pas de... Il n'y a rien d'arriéré dessus. C'est la pensée que chacun de nous peut avoir aujourd'hui. Et on va vous parler de crimes contre l'humanité, etc., etc. Les termes sont là. Il n'y a pas besoin que Montesquieu ou X ou Y soit passé par là, non. La pensée était claire, elle était déjà claire au moment où le code surgit, puisque au même moment, il y a les écrits d'Épiphane de Moirance pour parler d'un Français. Lorsqu'il n'y a pas la loi, il y a la conscience. C'est-à-dire que même lorsque la loi autorise l'exploitation, l'oppression, la mise en esclavage, il y a la conscience qui peut s'y opposer. Oui, ce sont des hommes, qu'ils soient donc libres. C'est un homme libre que Tocqueville les salue lors de la seconde et définitive abolition. Tocqueville, alors conscience de la nation, et aujourd'hui encore témoin vénéré de sa transcendantale moralité. Si les nègres ont droit à devenir libres, il est incontestable que les colons ont droit à n'être pas ruinés par la liberté des nègres. Ainsi parla Tocqueville. Et ainsi parle la Ve République. Car cette histoire de capucins, de rois et de pharisiens, théologiens ou philosophes, peu importe, a un épilogue. Des femmes et des hommes, descendants de Noirs réduits à l'esclavage, s'approchent aujourd'hui des tribunaux de la Ve République et exigent réparation. Les tribunaux les renvoient chez eux. Votre requête est irrecevable, leur disent-ils, parce qu'elle est anachronique. Elle est formulée en partant des critères et des valeurs d'aujourd'hui, autrefois inconnus. Si l'esclavage a été maintes fois condamné en son propre temps, nul n'a songé, en temps d'esclavage, à des rétributions ou à des réparations. Alors, rentrez chez vous et n'encombrez pas les tribunaux avec des requêtes mesquines, jamais formulées par personne, jamais envisagées par aucun des plus grands esprits des Lumières. Avant elle, les deux capucins parlaient donc, par anachronisme, parce qu'avant l'heure, de lumière de la raison et des droits de l'homme. Nous attaquons la loi, nous mettons en cause les... Demain, vous allez recevoir une réponse. Oui, jeudi. Est-ce que, si cette réponse est négative, est-ce que ça veut dire que vous allez tout de même poursuivre le MIR va poursuivre le combat? Bien sûr. Alors là, je m'inscris les gens du MIR, à tout le moins en ce qui nous concerne. Nous sommes aujourd'hui uniquement sur la question prioritaire de constitutionnalité que nous avons posée, mais nous avons déposé un recours au fond contre la décision de la Cour d'appel qui n'est pas encore tranchée. Nous avons d'autres arguments à faire valoir. Donc déjà, devant la Cour de cassation, le rejet de notre PC ne signifierait pas le rejet de notre action. Et puis je pense que le MIR, évidemment, continuera le combat, continuera à porter son action juridique vers d'autres tribunaux. Depuis près de 13 ans. Les avocats du barreau de Fort-de-France, il y a Madame Claudette Duhamel, Marine Duhamel, Georges Emmanuel Germany, Alain Mainville, Dominique Monod. Une bataille entamée d'abord devant les juridictions de Martinique, puis de Paris. Dans ce dossier, la Cour de cassation a rejeté la demande du mouvement qui plaidait pour une indemnisation. On n'a abattu à Saint-Domingue que le tronc de l'arbre de la liberté. Mais il repoussera car ses racines sont profondes et nombreuses. Il y a eu un crime contre l'humanité. Nous avons dit haut et fort, nous n'avons pas été symboliquement asservis. Toutes les formes de réparation, le crime a été total. Un crime est un crime et le criminel doit payer son crime. La réparation doit être globale. Nous l'avons été réellement et pour nous, il n'est pas question de réparation symbolique, c'est de réparation vraie.